Bonsoir à tous. Je m'appelle Gabriel Kazen, je suis responsable pour les travaux en matière de digitalisation de l'ICMA. J'ai le plaisir de vous accueillir à cet événement virtuel sur le sujet de la blockchain et des cryptoactifs. Quelles opportunités pour les futurs leaders de la finance? Donc, c'est un sujet d'actualité, non seulement pour les jeunes professionnels, mais certainement aussi pour les professionnels de notre secteur en général qui souhaitent mieux appréhender les enjeux de la blockchain et des cryptoactifs et comment se positionner face à la transformation numérique. J'ai l'honneur d'accueillir ce soir un excellent panel avec Laetitia Grimaud, co-founder et general counsel D2X Group, Vincent Gustave, innovation et stratégie Moody's, et Jean-Marc Stéranger, le CEO de Société Générale Forge, qui témoigneront de leur parcours dans ce secteur d'activité émergent d'un côté, et de l'autre côté, des opportunités existantes ou à créer pour les futurs leaders de la finance. Malheureusement, nous n'avons pas pu nous réunir physiquement, vu la situation actuelle et les nouvelles mesures qui sont entrées en vigueur dues à l'épidémie du Covid. Cela dit, je tiens à remercier notre partenaire Moody's Investor Services qui avait mis à disposition leurs locaux pour leur généreuse hospitalité. Ensuite, je voudrais également remercier Charles Tissier, avocat au sein du cabinet Elsdo Goddard, et Grégoire Denoy de Natixis Investment Managers, tous les deux membres du groupe ICMA Future Leaders, d'avoir organisé cette conférence virtuelle, mais aussi d'animer le débat au sein du groupe français des futurs leaders, ce qui est d'autant plus important durant la pandémie, où il s'est arrivé plus difficile de nouer ou de renouer des contacts avec des collègues et homologues d'autres sociétés. Donc, avant de passer la parole à Grégoire, je vais présenter brièvement les travaux de l'ICMA en matière de FinTech, ainsi que quelques développements clés en ce qui concerne la blockchain dans les marchés de capitaux. Donc, l'innovation technologique dans les services financiers est en plein essor. Et cette évolution a bien sûr un impact très important sur les marchés de capitaux et sur les 4 piliers stratégiques de l'ICMA, à savoir les marchés primaires, les marchés secondaires, les marchés du repos et du collatéral, et la finance verte ou durable. Et l'objectif principal de l'ICMA est de promouvoir le bon fonctionnement des marchés de capitaux internationaux par le biais de normes communes et de best practices. Et donc, le FinTech Advisory Committee est le forum principal qui guide nos travaux en la matière. Et l'ICMA se focalise sur 3 aspects clés. Donc, premièrement, vu le nombre croissant de FinTech et de plateformes, nous avons mis à disposition de nos membres 4 répertoires avec plus de 300 plateformes et de systèmes pour l'émission d'obligations, la négociation, mais aussi pour les tâches opérationnelles, telles que la gestion du collatéral, entre autres. Le but étant de fournir des outils d'analyse à nos membres pour mieux comparer les services et différences entre les différents acteurs. Et deuxièmement, la participation aux réflexions et travaux en matière de digitalisation est clé. Donc, travaux sur les normes communes, mais aussi la blockchain, au niveau international et national, ce qui est important pour l'ICMA et ses plus de 600 membres. Par exemple, l'ICMA participe au groupe de travail de la Banque centrale européenne ou de la Banque d'Angleterre et aussi dans le réseau FinTech de l'IOSCO. Ensuite, troisièmement, en ce qui concerne les normes communes et la standardisation, une priorité pour l'ICMA est la digitalisation des normes, c'est-à-dire rendre les normes lisibles par machine. Et un projet phare est le Common Domain Model pour les repos et aussi les obligations. C'est un projet porté par les 3 associations, par l'ICMA, en collaboration avec ISDA et aussi ISLA, le Common Domain Model d'un langage commun qui permet aux différents systèmes informatiques qui sont utilisés pour la négociation d'une transaction, mais aussi pour la partie post-trade, de communiquer plus facilement. Comment? Le CDM, en gros, permet de représenter une opération de repo à taux fixe de manière standardisée, c'est-à-dire l'ensemble de ces éléments, la vente d'un titre, le rachat, le prix, le taux d'intérêt, etc. Les contreparties, il permet de représenter une transaction de façon digitale et claire. Donc, chaque contrepartie ou une chambre de compensation ou de dépositaire de titres ont une représentation identique d'une transaction dans leur système. Le CDM facilite également la traduction de messages électroniques en différents formats, tels que fixe. Donc, pour résumer, quels sont les avantages clés? Donc, d'un côté, l'efficacité opérationnelle.
Donc, le CDM permet d'éliminer les processus manuels de réconciliation, par exemple. Il permet aussi de réduire les coûts. Mais le CDM peut être aussi utilisé sur une blockchain, où l'échange de données d'une transaction dans un réseau s'effectue sur la base d'un modèle commun. Donc, le CDM est disponible à travers le site web de l'IGMA, où vous pourrez accéder et télécharger le modèle. Donc, ce sera en particulier intéressant pour les spécialistes en informatique et les développeurs de voir comment le modèle est structuré. Il y a aussi une vidéo qui démontre le fonctionnement du CDM lors de l'exécution d'une transaction de repo. Donc, vu le sujet de discussion ce soir, il semble pertinent de faire quelques remarques aussi sur la blockchain. Du point de vue des marchés de la dette, nous avons observé un nombre croissant d'usages, avec de plus en plus de transactions réelles. Et la blockchain est utilisée pour représenter le titre, donc sous forme digitale, qu'il s'agisse de jetons ou de tokenisation, c'est-à-dire une obligation qui a été créée sur un réseau blockchain, ou alors une obligation traditionnelle qui a été immobilisée et représentée par le biais d'un jeton. Donc, une question clé ou un élément qui a manqué jusqu'à présent était la monnaie banque centrale digitale. Donc, justement pour s'assurer de la livraison contre paiement sur la blockchain. Nous avons vu récemment d'importants progrès qui ont été faits par les banques centrales, notamment en France, aussi en Suisse et ailleurs. C'est un pas important pour supporter ou pour soutenir la blockchain et les transactions sur la blockchain. Donc, en l'absence de monnaie digitale, il faut préfinancer les comptes pour pouvoir raccourcir le cycle de règlement, par exemple, de T+2 à l'heure actuelle à T+0, par exemple. Il ne faut pas oublier non plus que sur le plan technique, cela est déjà possible dans l'infrastructure actuelle. Ensuite, la question d'interopérabilité est importante pour éviter la fragmentation entre différentes blockchains, mais aussi entre la blockchain d'un côté et les systèmes traditionnels. Sur le plan juridique et réglementaire, l'un des obstacles principaux est le manque de clarté. Par exemple, où sont localisés les registres de la propriété bénéficiaire d'un actif s'ils sont distribués dans un contexte transfrontalier. C'est-à-dire, en France, le cadre juridique a été adapté il y a quelques années déjà avec le dispositif d'enregistrement électronique partagé, ce qui a justement permis la création de titres et l'émission d'obligations sur les blockchains en dehors de l'infrastructure actuelle. Donc, vous trouvez plus d'informations sur le sujet évoqué, notamment sur les transactions de blockchain, mais aussi les répertoires que j'ai évoqués sur le site de l'IGMA. Je vais m'arrêter ici et j'ai donc le plaisir maintenant de passer la parole à Grégoire. Merci. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Gabriel. Donc, je suis Grégoire Denoy, je travaille pour Natixis Investment Manager. Donc, je suis ravi d'être parmi vous ce soir. Donc, ce que je vous propose, c'est déjà d'une part de faire le point un peu sur l'actualité des Future Leaders au sein donc de l'ICMA, les différents travaux que l'on a initiés et auxquels vous pouvez d'ailleurs vous joindre. Et dans un second temps, faire davantage le lien avec la soirée de ce soir concernant la blockchain et les cryptoactifs. Alors, concernant l'actualité ICMA, donc, on a eu la chance là d'avoir Gabriel qui nous a fait un peu un rapide topo de tous les travaux qui ont été réalisés par le Working Group FinTech, voilà, qui est dédié au volet digital en lien avec des marchés de dette. Ensuite, on a aussi des groupes de travail en lien avec l'éducation, donc qui sont les formations qui sont accessibles sur le site de l'IGMA, qui vous permettent justement d'accroître vos connaissances sur le marché obligataire. Je recommande d'ailleurs tout particulièrement la formation en lien avec les Green Bonds, Social Bonds, vraiment très complète et qui permet vraiment d'avoir une vision très poussée du sujet. Donc ça, c'est aussi un sujet qui est en forte croissance aujourd'hui, au même titre que tout le volet digital et blockchain. Et il y a également un working group qui est dédié aux newsletters, donc à l'actualité réglementaire. Donc, il y a une veille réglementaire qui est effectuée par des membres du Future Leaders et ensuite tout est synthétisé et communiqué aux différents membres. Nous avons également réalisé une note qui s'appelle Get Involved. Ça fait déjà plusieurs années qu'elle est disponible. Nous la mettons à jour chaque année, nous l'étoffons, qui permet justement de donner un peu les bonnes pratiques des jeunes actifs et comment est-ce qu'ils peuvent s'engager auprès de l'ICMA
et des différentes initiatives que l'association professionnelle propose, donc veille réglementaire, groupe de travail et éventuellement aussi autres projets comme l'organisation d'événements. Nous avons également développé depuis 3 ans maintenant la plateforme de mentoring que je vous recommande particulièrement. Alors moi, pareil, je me suis mis dessus, c'était très intéressant. Donc, vous remplissez un questionnaire et rapidement, il y a un match qui est fait avec donc vous êtes un mentee et vous avez un mentor. Donc, en fonction de vos centres d'intérêt et de la façon dont vous remplissez le formulaire, voilà, vous êtes matché avec quelqu'un qui a des points communs avec vous et qui permet d'échanger, d'avoir des informations, par exemple, sur différents métiers, en lien toujours pareil avec les marchés de dette. Nous avons lancé aussi pendant la pandémie, parce qu'il était très difficile de se réunir et donc de poursuivre les événements que nous avions l'habitude d'organiser avant, donc des podcasts sur différents sujets, pareil, d'actualité. Donc, ils sont accessibles sur le site web de manière assez aisée. Et enfin, n'hésitez pas, car les événements que nous organisons ce soir, donc là, c'est en visio parce que malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Mais dans les autres capitales européennes, il y a des événements qui sont également organisés donc, en visio ou en présentiel, selon les restrictions dans chaque pays. Donc, lorsque vous vous déplacez, que vous êtes à l'étranger, n'hésitez pas à vous renseigner en regardant l'agenda donc, sur le site de l'ICMA pour justement voir un peu les différents événements qui sont organisés, que ce soit à Londres, voilà, en Suisse, en Allemagne, ailleurs en Europe. Voilà. Donc là, j'ai fait un tour de l'actualité des différentes initiatives que nous avons lancées au sein du Future Leaders de l'ICMA. Donc, l'idée là, maintenant, est de parler plus précisément donc, d'un secteur qui est en pleine évolution, en pleine explosion, devrais-je dire, et qui en fait a à peine 12 ans, puisque c'est le secteur de la blockchain et des cryptoactifs. Alors voilà, tout le monde a en tête un peu l'épiphénomène donc, du Bitcoin, puisque au début, voilà, ça a été c'est une initiative, on va dire, anonyme, en tout cas officiellement anonyme, qui a été lancée en 2009, suite justement à la crise de 2008. Donc c'était un peu, voilà, on va dire une initiative un peu révolutionnaire à l'époque. L'idée était vraiment de se distancier des institutions dans un moment voilà, de crise de confiance. Et à partir de cette initiative qui finalement était un peu isolée, mais ensuite il y a eu de très nombreuses initiatives qui s'en sont inspirées et qui ont eu vocation un peu à voir comment appliquer le principe de blockchain, alors avec des technologies différentes. Voilà, on ne va pas entrer dans le détail parce que ce n'est pas l'objet ce soir, mais par exemple, la blockchain Ethereum qui, elle, a développé le concept de smart contract, donc de transactions auto-réalisées une fois que les parties se sont mis d'accord sur la blockchain Ethereum. Ensuite, on a eu aussi la révolution avec les NFT, donc notamment démocratisé par le marché de l'art, alors l'art digital et ensuite l'art physique. Ensuite, on a eu aussi pas mal de disruptions au niveau des différents modèles, que ce soit assurantiels ou bancaires, avec des initiatives qui ont été lancées assez récemment. Et plus récemment, on parle encore, alors là c'est encore plus abstrait et encore plus révolutionnaire, de tout ce qui est gaming, de métavers. Voilà. Donc sans rentrer dans le détail, c'est juste pour dire qu'au début, on est parti finalement d'un coin, puisque l'idée du créateur initial était de lancer une monnaie. Finalement, cette monnaie s'est transformée en réserve de valeur aujourd'hui. Et ensuite, il y a de très nombreuses initiatives qui ont été lancées et qui se sont traduites par le développement d'un écosystème dont on n'aurait jamais pu imaginer une telle croissance. Et donc, c'est l'objet du panel de ce soir, puisque l'idée de faire le lien avec le monde professionnel et surtout les institutions, on va dire, classiques, qui finalement se sont mises progressivement à étudier la blockchain et les cryptoactifs. Tout à l'heure, Gabriel parlait des CBDC, donc les coins digitaux des banques centrales. Donc, nous avons la chance ce soir d'avoir un panel de 3 invités qui sera animé par Charles et qui nous permettra de voir plus en détail comment les professionnels se sont justement adaptés à cette révolution numérique et quelles sont les opportunités pour vous qui êtes là ce soir en termes voilà, de choix de carrière professionnelle potentiellement et voilà, quelles sont les compétences qui sont recherchées dans ce domaine-là. Donc, je vais m'arrêter là et je vais laisser la parole à Charles qui va maintenant présenter nos différents panélistes. Je vous souhaite une très bonne soirée. À plus tard. Au revoir. Merci Grégoire pour cette présentation et notamment des opportunités qui sont données par l'ICMA Future Leaders et je pense en particulier à la plateforme de mentoring qui en effet est extrêmement utilisée et est
permet de vraies plus-values dans la progression de sa carrière et de ses connaissances. Bonsoir à tous, donc Charles Tissier, je suis avocat chez Adelchaud Godard et vous l'aurez compris, aujourd'hui, l'objet de notre panel, c'est d'échanger avec des personnes ayant choisi avec succès d'orienter leur carrière dans le secteur des fintech, de la blockchain, des cryptoactifs. Ils vont pouvoir témoigner de la transition qu'ils ont engagée pour suivre ce mouvement et être des leaders respectifs dans leurs organisations. Juste un petit point d'organisation avant d'entamer cette discussion, comme indiqué par Ravina au tout début de notre exposé. Vous avez la possibilité, les attendees, de poser des questions directement. Vous avez un bouton Q&A qui est disponible. Nous voyons ces questions. Je vois notamment ces questions et nous prendrons à la fin de notre panel 5-10 minutes, le temps qu'il faut pour essayer de répondre à vos questions et interrogations. Alors, il me reste maintenant donc à introduire nos panélistes, que je remercie d'avoir bien voulu être disponibles ce soir pour leur temps, lors de la préparation de ce panel et évidemment maintenant. Alors, nous avons Laetitia Grimaud, qui est cofondateur et General Counsel d'ID2X, Vincent Gusdorf, qui est analyste chez Moody's, et Jean-Marc Stenger, CEO de Société Générale Forge. Alors, ce que je vous propose peut-être, c'est de commencer pour les panélistes de se présenter, de nous indiquer ce qu'ils font et quel a été un petit peu leur parcours. Laetitia, je te laisse la parole. Oui, merci. Donc Laetitia Grimaud, je suis avocate d'affaires de formation. J'ai passé le barreau à Londres. J'ai travaillé à New York pendant 2 ans dans un fonds. J'ai ensuite fait mon training contract chez Linklaters, à cheval entre Londres et Paris, spécialisé en marché de capitaux. Et j'ai rejoint Natixis à la suite de cela. J'ai travaillé pendant un peu plus de 5 ans, toujours marché de capitaux, dette. Et dans les 3 dernières années chez Natixis, je me suis spécialisée quasiment intégralement sur les sujets blockchain. J'ai travaillé quasiment tout le temps avec l'équipe blockchain de Frédéric Dalibard et j'ai pu développer mon expertise sur ces sujets. J'ai tellement été prise de passion par ces sujets que je voulais faire ça tout le temps. Et donc, j'ai quitté Natixis et j'ai fondé D2X avec mes 2 associés, Théodore et Don, qui est une société donc D2X basée à Amsterdam. On construit une plateforme d'échange de produits dérivés sur crypto. Ce sera une plateforme qui sera uniquement dédiée aux clients institutionnels professionnels et ce sera le premier échange et l'unique échange d'Europe réglementé. Donc, on est en ce moment même en procédure pour demander l'agrément MiFID du système multilatéral de négociation auprès de l'AFM aux Pays-Bas. Merci Laetitia. Vincent, je peux te laisser la parole? Oui, merci Charles. Alors Vincent Gusdorf, aujourd'hui je travaille chez Moody's. J'ai commencé bien longtemps ma carrière chez Ernst & Young. Et puis ensuite je suis parti chez Exane, ensuite chez Standard & Poor's et puis chez Moody's. J'ai fait de l'analyse crédit pendant à peu près, je dirais, une quinzaine d'années. Et progressivement, au long de ma carrière, je me suis rendu compte de l'importance grandissante de sujets comme le machine learning, ce qu'on appelle souvent plus communément sous le nom d'intelligence artificielle, même si ce n'est pas vraiment, on pourra en discuter. Et dans ce cadre-là, j'ai essayé de me former tout seul. J'avais passé le CFA il y a un certain temps, donc ça m'a rappelé des souvenirs. À cette occasion, j'ai eu l'occasion de me rendre compte qu'on trouve des formations en ligne qui sont d'une qualité remarquable. J'insiste là-dessus.
j'ai fait un certain nombre j'ai eu un parcours universitaire et en grande école qui est ce qu'il est, mais je veux dire que j'ai jamais vu et suivi de cours aussi bons que ce que j'ai pu suivre en ligne à cette occasion. Donc, ça m'a incité à poursuivre je dirais, l'ajout d'une qualification supplémentaire à mon CV. Et progressivement, c'est comme ça que je me suis fait un peu remarquer en interne. Et aujourd'hui, depuis à peu près 1 an, j'ai basculé dans une équipe de data scientist où je m'occupe de projets de machine learning. Et c'est une transition voilà, qui s'est très bien passée et qui fait qu'aujourd'hui, je m'occupe de sujets vraiment passionnants. Merci. Et Jean-Marc, je vous laisse également vous présenter, évidemment. Ouais, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation à participer à ce panel. Moi, je suis Jean-Marc Stenger, je travaille à la Société Générale. Je suis directeur général d'une nouvelle filiale qu'on a créée dans le groupe qui s'appelle donc Société Générale Forge, qui développe des capacités de structuration, d'échange, de conservation d'actifs numériques pour les clients professionnels du groupe Société Générale, donc au sein des activités de marché, capital market. Ça fait près de 4 ans maintenant que je m'occupe de ce projet. Donc moi, j'ai une formation d'ingénieur à la base. J'ai démarré mon activité professionnelle directement au sein du groupe Société Générale à Francfort, en salle de marché. J'ai travaillé pendant 3 ans. Je suis rentré à Paris. J'ai rejoint une petite start-up dans le groupe à l'époque qui s'appelait Lixor Asset Management, qui comptait à l'époque une trentaine de salariés. J'ai travaillé sur des stratégies d'investissement alternatives dès l'origine, hedge fund typiquement. Et puis l'activité a grossi, Lixor a grossi, jusqu'à atteindre une taille assez respectable. Mon dernier poste chez Lixor était responsable des investissements. Et donc, au bout de 15 ans chez Lixor à driver ces développements, j'ai eu l'envie de faire autre chose, d'avoir une respiration professionnelle. Et ça faisait déjà un moment que par intérêt personnel, je suivais un petit peu ce qui se passait dans le monde des cryptoactifs, par réellement intérêt purement intellectuel et fascination pour cette technologie nouvelle et naissante initialement. Là où l'intérêt personnel a rejoint le professionnel, c'était il y a, je dirais, 6-7 ans, lorsque nos premiers clients, principalement des banques privées ou des hedge funds, se sont tournés vers nous, vers Lixor, qui avons toujours eu une capacité de structuration et de création de véhicules d'investissement un petit peu exotiques, on va dire, dans l'environnement, pour fournir des solutions d'investissement sécurisées, professionnelles, banking grade, comme on dirait aujourd'hui, pour ces stratégies d'investissement. C'était évidemment un petit peu tôt à l'époque, mais déjà à l'époque, ça m'avait bien intéressé. J'avais essayé de pousser l'idée d'un fonds d'investissement avant de réaliser assez rapidement que ce serait vraiment, vraiment trop tôt. Et donc, j'ai un peu basculé dans le monde de la crypto par ce biais-là. Et donc, il y a 4 ans, lorsque le groupe a lancé un projet de création de business innovant au sein du groupe, il m'a semblé que proposer l'idée d'acculturer nos activités de marché aux actifs digitaux était probablement plus opportune à ce moment-là. Et donc, j'ai sauté le pas et au gré des développements et des transactions qu'on a pu réaliser avec la clientèle, le groupe a mûri dans sa réflexion et a accepté de lancer cette activité petit à petit, ce que nous sommes en train de faire. D'accord. Merci, merci Jean-Marc. Et pour continuer justement avec cette idée que vous avez rencontré ces premières questions relatives aux cryptoactifs il y a 7-8 ans, mais que la France, la place de Paris s'est saisie vers 2016-2017 des questions de la blockchain et des marchés financiers pour la première fois. Assez tôt d'ailleurs en Europe, avec une volonté d'être
d'être moteur et de construire également un régime juridique qui a été créé dès 2019 et qui aujourd'hui est discuté au niveau européen, évidemment. Comment est-ce que vous avez réussi à gérer ces challenges au sein de Société Générale qui gère une activité beaucoup plus traditionnelle de banque et marché de capitaux, que ce soit sur le marché primaire ou le marché secondaire, et à côté, ces nouveaux challenges, ces nouvelles opportunités qui étaient existantes, mais aussi assez inconnues, assez difficiles à appréhender. Je crois que la première clé, c'est déjà de bien comprendre les clients de la banque et les métiers de la banque. Pas forcément vouloir tout réinventer tout de suite, mais s'inscrire dans un cadre existant qui est d'abord un cadre juridique et réglementaire de ce qu'on a le droit de faire, tout simplement. Donc, effectivement, la primauté d'un cadre juridique approprié est absolument indispensable. Peut-être le deuxième élément, c'est d'avoir un niveau de maturité, de compréhension et d'écoute auprès de différents interlocuteurs internes suffisants pour vous permettre d'avancer, puisque évidemment, on ne fait rien tout seul. Donc, on a besoin d'embarquer tout un écosystème interne, aussi bien au niveau des métiers que des fonctions de supervision, direction juridique, direction de la conformité, direction des risques, pour s'assurer que tout se passe bien. Mais je crois que réellement, peut-être si je reviens à la genèse de Société Générale Forge, ce qui nous a différenciés, j'ai l'impression, par rapport à d'autres projets ou des pairs dans d'autres établissements, il me semble, sont deux éléments. Le premier, c'est qu'on s'est dit dès le début, réalisons des transactions réelles, de vraies transactions financières. Ne rentrons pas dans une logique de POC et de pilote purement technologique, qui coûte déjà souvent extrêmement cher, mais qui finalement nous permettent de tirer des enseignements parfois assez limités. Donc, réalisons une transaction, par exemple, la transaction la plus simple qu'une banque dans le monde capital market connaisse, une émission obligataire pour un client, avec des vrais clients, mais faisons-le dans un environnement maîtrisé, avec des transactions très simples, mais qu'on réalisera de bout en bout, et de sorte à maximiser l'apprentissage que la structure au global tirera de cette expérimentation. Et donc, posons d'abord un cadre, un terrain de jeu avec lequel tout le monde se sent parfaitement confortable et délimitons le terrain de jeu et avançons dans ce cadre-là. Accessoirement, pour répondre peut-être aussi un peu plus intéressante probablement à la question, cette approche d'embarquer un client et une transaction, il me semble que c'est également le meilleur moyen d'aligner les planètes et de créer une dynamique en interne. Quand vous avez un pilote purement technique, il n'y a aucune deadline, il n'y a aucun client externe qui mette la pression, qui crée une dynamique au sein des équipes internes. Et donc, en termes de capacité à embarquer cet écosystème avec vous, c'est parfois très dur. Un client, c'est le meilleur moyen de faire en sorte que tout le monde travaille de façon alignée. Donc, c'est le premier élément. Mais du coup, ça transforme la problématique parce que la problématique bascule à trouver le client pour avancer et pas passer des heures à convaincre tout le monde en interne. Mais bon, c'est quand même un premier élément. Le deuxième élément, peut-être que j'aimerais souligner, c'est qu'on a inversé l'échelle des ambitions, si je puis dire. C'est-à-dire que là où la plupart des projets crypto ou blockchain, qu'en tout cas j'ai pu voir dans d'autres établissements, prenaient une approche relativement incrémentale des sujets. On démarre par une expérimentation technologique et ensuite on va vers une vraie transaction. On démarre précisément par de la technologie et puis le juridique, on le verra après. On démarre par une expérimentation sur une blockchain privée et puis on verra demain si on sait faire sur de la blockchain publique. Ce type d'approche, il me semble, ne cadre pas dans un contexte que je qualifierais d'innovation de rupture. C'est de l'innovation incrémentale. Mais quand vous cherchez, ou en tout cas quand vous avez l'ambition de changer totalement le paradigme et parfois même les business models avec lesquels vous travaillez, c'est très compliqué de convaincre sur des KPI, enfin sur des indicateurs clés de performance, comme on dit en bon français, de réussite d'une expérimentation quand à la base,
les hypothèses de votre expérimentation n'embarquent pas nativement cette problématique de rupture totale avec le business model, avec le paradigme, ainsi de suite. Et donc, le deuxième élément qu'on a posé avec le projet Forge, c'est de dire on ne va pas commencer par quelque chose avec lequel on est confortable. Au contraire, on va commencer par ce qui nous semble a priori le plus loin de ce qu'on a l'habitude dans une banque. Donc, une blockchain publique, par exemple, et on va d'entrée de jeu se frotter aux vraies questions qui, de toute façon, si on ne les passe pas, seront des choses stoppers. Comment gérer les problématiques de nœuds sur des transactions qu'on ne maîtrise pas forcément, enfin, je ne rentre pas dans le détail, mais travailler sur des réseaux publics qui sont de nature à réellement changer la donne sur ces sujets-là. Et encore une fois, dans un cadre maîtrisé. Et donc, ces deux dimensions, aller chercher la rupture technologique maximum pour tirer les bénéfices maximum pour nos clients, d'une part, et d'autre part, travailler précisément avec un client sur une vraie transaction, il me semble que ce sont les deux éléments qui probablement nous ont permis de progresser en interne, là où, c'est vrai, objectivement, parfois c'est compliqué, même aujourd'hui, même à la Société Générale, et là où c'est très vrai, probablement dans d'autres établissements aussi. Maintenant, je terminerai peut-être ma réponse à cette question là-dessus. C'est vrai qu'il y a quand même des éléments, je dirais, de nature culturelle qui sont absolument essentiels et des prérequis pour que tout ceci soit possible. Les éléments culturels, c'est une prédisposition naturelle du top management et des équipes de la banque, simplement à la curiosité. Okay, c'est-à-dire, voilà, se poser la question de dire on ne sait pas, mais peut-être, c'est déjà très bien. C'est-à-dire de ne pas rentrer forcément dans une logique budgétaire dure, mais de se dire sur un certain nombre de sujets, on ne sait pas, mais essayons et on verra où ça nous mènera. En fait, c'est quand même assez extraordinaire comme mentalité et c'est ce qui permet à tout ça d'exister. Et puis de l'autre côté, également une culture très, je dirais, très tech à la base et très ingénieur. Bon, c'est un peu idiot à dire, mais il y a beaucoup d'ingénieurs chez nous. Et donc, il y a beaucoup de gens qui aiment bien et qui sont excités simplement dans les équipes partout, y compris, encore une fois, dans les directions juridiques et de la conformité, par ces sujets, qui ont une curiosité intellectuelle qui les pousse peut-être à passer un peu plus de temps sur ces sujets-là pour que les choses avancent. D'accord. En effet, c'est important de comprendre comment arriver à avancer avec l'institution pour pouvoir créer et développer cette pratique. Vincent, moi, ma question est en effet assez similaire. Aujourd'hui, Moody's s'intéresse évidemment à ces questions. Il est de notoriété publique que Moody's a des équipes qui opèrent sur les questions de blockchain, recherche des analystes spécialisés en crypto-assets, par exemple. Mais alors, toi, aujourd'hui, comment as-tu réussi à t'intéresser à ces questions au sein de Moody's et à définir ta compétence, ton intérêt à ces questions, justement, dans ton institution? Je pense qu'il faut reconnaître à un moment donné que quand on se forme d'abord pour soi. Et je pense qu'il faut aussi trouver le temps où qu'on peut. À mon sens, il est important de garder un esprit je dirais, ouvert et agile, pour prendre un terme à la mode, à mesure que sa carrière avance. Alors ça peut sembler évident quand on a 25, 26 ans et qu'on sort de l'école, mais au fur et à mesure qu'on vieillit et que la responsabilité s'accumule, qu'on a des enfants, etc., je dirais on risque de perdre ce réflexe. À mon avis, c'est quelque chose auquel il faut faire attention, puisque on est amené aujourd'hui à avoir des carrières très longues. On va partir à la retraite très vraisemblablement largement au-delà de 60 ans. Et je pense qu'il faut il faut faire l'effort de garder des compétences qui seront toujours attrayantes en fin de carrière. C'est d'ailleurs quelque chose que les gens font assez rarement. Alors moi, concrètement, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement regardé ce qu'il y avait de disponible sur Internet.
Et si vous faites juste cet effort, qui est somme toute assez limité, vous vous rendrez compte qu'il y a énormément de choses. Il y a une offre qui a explosé au cours des 5 dernières années. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut se former virtuellement en à peu près tout. D'ailleurs, moi, ce qui m'a d'ailleurs surpris quand j'ai commencé à m'intéresser à ces choses-là, c'est de voir qu'aujourd'hui, on peut passer des diplômes 100% en ligne. Et par diplôme, je ne parle pas du diplôme offert par un community college inconnu au fin fond du Texas. Non, je parle vraiment d'universités qui sont tout à fait reconnues, comme l'université de Harvard, par exemple, qui a un diplôme qui est à 95% en ligne, l'université de Pennsylvania. Je pense qu'aujourd'hui, les 3/4 des universités américaines, ainsi que les universités britanniques et même d'autres, ont des diplômes qui sont accessibles en ligne. Je ne dis pas que c'est quelque chose qu'il faut nécessairement faire, mais aujourd'hui, c'est une question qu'il faut se poser, surtout quand on est au début de sa carrière. Moi, quand je suis sorti de l'école, l'étape qui semblait, je dirais, un peu inéluctable pour tout le monde, c'est de passer le CFA. C'est ce que j'ai fait. Je pense qu'aujourd'hui, si c'était à refaire, ce n'est pas forcément ce que je passerais. Je pense que j'essaierais plutôt d'acquérir une double compétence dans un autre domaine en profitant de cette offre de cours en ligne. Donc, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai regardé ce qu'il y avait de disponible. Et je dirais que moi, j'ai choisi de m'investir beaucoup et de reproduire un peu le parcours que suivent certains étudiants en école d'ingénieur quand ils veulent se former dans le machine learning. Je ne dis pas que c'est forcément quelque chose que tout le monde peut faire, mais je veux simplement dire que c'est quelque chose qui est aujourd'hui possible. Donc, à titre personnel, je me suis formé en programmation, en mathématiques, en statistique, etc. Mais après, si vous avez quand même envie de vous former, mais vous n'avez pas non plus envie de passer autant de temps que moi, c'est aussi tout à fait possible. Il y a des formations qui permettent d'avoir un bon éclairage sur tel ou tel sujet, qui sont accessibles et qui prennent quelques heures de votre temps par semaine, ce qui est finalement assez peu. D'autant plus que c'est des médias qui sont généralement accessibles sur différents types de plateformes, comme votre téléphone mobile. Donc, si vous avez des envies de vous former, par exemple, durant votre temps de trajet quotidien, c'est à mon sens un très bon usage de votre temps. Après, il ne faut pas se leurrer. Je pense qu'en interne, une fois qu'on a acquis toutes ces compétences, il faut un peu faire son trou. Il faut essayer de le faire savoir. Et une fois qu'on le fait savoir, il faut aussi se positionner, je pense, sur un certain nombre de projets. Parce que je pense que ça, c'est un peu l'autre danger, c'est de dire qu'on va mettre entre guillemets le paquet sur toutes les formations théoriques, mais après, on oublie l'aspect pratique, qui est à mon sens tout aussi important, parce qu'in fine, ce que va vouloir voir un employeur, c'est concrètement quelle est la valeur ajoutée supplémentaire que vous pouvez lui apporter. Et donc, dans ce cadre-là, ma double compétence que j'ai acquise m'a permis de devenir, je dirais, une forme d'interprète entre ces deux mondes, le monde de la finance et le monde de la programmation et du machine learning, qui sont des mondes qui ne se comprennent pas toujours très bien. Alors, ça peut sembler extrêmement cliché de dire ça, mais c'est quelque chose dont je me rends compte au quotidien. Souvent, les clichés que vous pouvez avoir sur l'un ou l'autre des deux mondes se révèlent assez vrais, malheureusement. Donc, je pense qu'il y a un appétit aujourd'hui pour des gens qui ont une double formation, spécialement dans des domaines qui peuvent sembler, pour reprendre le langage du machine learning, des domaines qui peuvent sembler assez orthogonaux, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir son rapport l'un avec l'autre. L'autre avantage que je vois à suivre ce genre de choses, puisque je comprends qu'aujourd'hui, ce qui vous intéresse, c'est aussi comment est-ce que vous pouvez mettre à profit ce séminaire dans le cadre du développement de votre carrière, c'est aussi de réaliser qu'il est beaucoup plus facile d'être bon, je dirais d'être bon dans deux domaines que d'être excellent dans un seul domaine. C'est l'autre enseignement que j'ai tiré. Je pense être un bon analyste, je pense pas être un analyste exceptionnel. Je pense être un programmeur, je dirais, correct. Je suis très certainement pas un excellent programmeur, mais le fait d'avoir ces deux compétences aujourd'hui me rend, je dirais, un peu plus utile et aussi en mesure d'apporter un peu plus de valeur à mon entreprise que si j'en avais qu'une seule. Voilà.
Merci Vincent. Je retiens vraiment un point intéressant là, que tu indiquais notamment sur ce point des doubles formations et l'importance en effet d'essayer réellement d'acquérir de la valeur sur les choses, enfin, sur les choses qui vont avoir un impact direct sur notre parcours professionnel et ce qui peut nous faire, nous faire progresser, à la fois sur ce qu'on sait faire et ce pourquoi on a une utilité dans son organisation, mais aussi ce qu'on peut apporter sur une nouvelle gamme de compétences. Et typiquement, toute cette sphère digitale, crypto qui est vaste, hein, on peut en prendre un morceau dans certains milieux professionnels et uniquement monter en compétence sur cette partie. Laetitia, alors toi, tu as un parcours un petit peu différent, puisque tu es arrivé en juridique, spécialisé en finance, dans le juridique, et puis au fur et à mesure, tu as été amené à te spécialiser sur cette sphère d'intérêt que sont la blockchain et les cryptoactifs, jusqu'à faire le grand saut, sortir de ton organisation de départ pour aller fonder, aider, assister au développement de la startup, enfin d'une startup. Qu'est-ce que tu as identifié au final comme finalement progrès, enfin, progrès à faire à l'origine pour que tes connaissances sur cette matière puissent avoir un effet dans ton organisation initiale et qui a fait qu'à un moment, en ayant acquis ces connaissances, tu as eu envie de les mettre à profit autrement et faire un autre choix professionnel tout en restant dans cette matière. Alors, je dirais qu'il y a deux choses. Ça a été vraiment, il y a deux facteurs. Il y a le facteur très personnel, passionné, qui est que je suis totalement passionnée de ces sujets, et le facteur que c'est assez personnel, mais je pense vraiment que c'est l'avenir. Il y a vraiment quelque chose. Et je me suis dit ça dès le début. Donc, c'était vraiment l'aspect un peu plus personnel du je suis passionnée de ces sujets. Et en plus de ça, je pense qu'il va vraiment y avoir un impact. Donc, au départ, c'était assez circonstanciel. J'ai une de mes collègues à l'origination qui m'a dit, je m'en vais, je pars au Digital Office, travailler sur des aspects plus digitaux, mais aussi blockchain. Et puis, elle m'a contactée et elle a commencé à me poser des questions juridiques et réglementaires sur la blockchain. Mais là, on était il y a 4 ans, c'était les prémices de l'ordonnance blockchain. Moi, je ne savais même pas ce que c'était qu'une blockchain. Donc déjà, je me suis dit, oulala, avant de répondre à une question juridique, déjà, je vais essayer de comprendre ce que c'est. Et donc, j'ai creusé, et plus j'ai creusé, et plus j'ai aimé la matière, et plus je me suis dit, mais cette technologie, elle va vraiment, c'est vraiment intéressant. Il va y avoir des applications dans plein de pans de notre économie, au premier rang desquels les marchés de capitaux dans lesquels je travaillais. Donc, je me suis dit, il faut vraiment regarder. En plus, c'est pas commun de pouvoir participer au développement juridique comme ça d'une nouvelle matière, parce que le droit n'existait pas du tout dessus. Alors, il existe un peu plus aujourd'hui, mais on n'est pas encore totalement dans quelque chose qui est abouti. Et du coup, j'ai trouvé ça assez passionnant. Et pour répondre un petit peu à ce que les intervenants d'avant ont dit, moi, je me suis vraiment auto-formée. C'est-à-dire que il y avait moins de choses, même à ce moment-là, sur Internet. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Mais moi, tout simplement, j'ai participé à toutes les conférences possibles et imaginables. J'ai lu tout ce que je pouvais lire. J'ai écouté des podcasts. Moi, aujourd'hui, pendant ma pause déjeuner, j'écoute des podcasts sur la blockchain. Je me couche le soir et je lis sur la blockchain. En fait, je ne m'arrête pas de… c'est une vraie passion. Donc, je ne m'arrête pas de lire des choses sur la blockchain, jour, nuit, matin. Et voilà. Donc, c'est avant tout une passion. Et c'est un peu obligatoire parce que il y a beaucoup de barrières à l'entrée. Je pense que pour revenir sur ce que Jean-Marc disait tout à l'heure, il y a beaucoup de barrières à l'entrée dans les banques. Il y a beaucoup de gens qui comprennent mal les concepts. Quand on comprend mal, souvent on a peur. Et il y a aussi un aspect,
faut sortir de sa routine et faire l'effort de comprendre. C'est une technologie qui est compliquée. Il y a énormément de vocabulaire technique, il y a beaucoup d'acronymes. Il y a des acronymes dans d'autres langues. Donc, c'est vraiment, on ne fait pas tout pour que ce soit simple. Quand on est dans l'écosystème, on parle avec des acronymes en permanence. Pour nous, c'est presque naturel, mais pour les gens qui ne sont pas dans cet écosystème, ce n'est pas simple. Donc, il faut se souvenir de ça. Il y a aussi, on n'en a pas trop parlé, mais il y a aussi beaucoup d'amalgames encore, d'idées reçues qui demeurent aujourd'hui, qu'on casse de plus en plus, notamment grâce à la presse spécialisée, grâce à des associations comme l'ADAN, grâce aux régulateurs qui œuvrent beaucoup aussi sur le sujet. Mais il y a encore beaucoup d'idées reçues et d'amalgames. Et je dirais que le mélange entre les idées reçues et le côté très technique qu'on comprend mal fait mauvais ménage et fait qu'on n'avance pas aussi vite que ce qu'on voudrait dans les banques françaises. Alors, ce n'est pas vraiment le cas effectivement de Société Générale Forge parce que vous œuvrez beaucoup et c'est, je dirais, une exception. Mais dans beaucoup de banques françaises, malheureusement, il y a encore ce retard qui est quand même très important. Et du coup, pour revenir à mon parcours, je me suis spécialisée, je me suis passionnée de ces sujets jusqu'au moment où je me suis dit, bon, ça avance pas assez vite, il n'y aura pas assez dans ce domaine à court terme ou à moyen terme. Et donc, comment je peux faire pour avoir une vraie influence. Et il y aurait eu d'autres possibilités, mais c'est vrai que le fait de construire une start-up, de construire une entreprise dans ce domaine, ça me semblait être ce qu'il y avait de plus probant. Et voilà, factuellement, on a vraiment l'impression de faire quelque chose jour après jour pour cet écosystème. Donc voilà. Merci, Laetitia. En effet, ce qu'on entend, c'est que c'est un écosystème où il faut faire preuve d'agilité, je crois, cette vision. Il y a un coût, il y a des barrières. Alors, je crois que je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Je vous disais que… Merci, Laetitia. Alors, voilà, peut-être qu'en arrêtant la vidéo. Je disais que on partage donc cette vision qu'il faut une certaine agilité, une certaine curiosité pour entrer dans ce domaine de compétences. Il faut cette agilité pour justement mettre à plat ce coût d'entrée, ces barrières que sont la connaissance et la montée progressive dans ces domaines. Jean-Marc, vous voyez, vous avez différents profils dans vos équipes. Vous avez mentionné justement les profils d'ingénieurs qui interviennent forcément au sein de SG Forge. Et qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous voyez comme qualité que ces nouveaux profils doivent avoir? Et même pour continuer sur cette question, sur les profils déjà existants qui n'ont pas encore forcément, qui sont pas encore montés dans ces compétences de crypto, quelles seront les opportunités pour eux de pouvoir eux aussi acquérir ces compétences et peut-être switcher un peu leur carrière vers ce domaine? Alors, chez nous, il y a vraiment 3 types de profils. Il y a des développeurs, il y a des ingénieurs financiers, il y a des juristes. Et pour les 3, effectivement, c'est important d'avoir à chaque fois une sorte de double compétence sur leur métier cœur, plus la composante blockchain, avec une compréhension malgré tout transversale des enjeux et des fondements de la technologie. Alors, bon, les montées en compétences, je dirais, dans cette phase encore très, très jeune du cycle, sont un peu propres à chacun. Il n'y a pas de parcours type. Enfin, en tout cas, nous, on n'a pas encore réussi à identifier de parcours type. Clairement, il n'y a pas encore l'offre de formation mature qui existe au sein des grands établissements français ou européens, même si ça commence petit à petit
se mettre en place. Il y a quelques formations qui commencent à exister à Dauphine, à l'École Polytechnique, dans quelques écoles d'ingénieurs, en tout cas pour la partie scientifique. Je souligne aussi l'aspect juriste parce que pour nous, c'est vraiment une composante à part entière. En tout cas, quand on opère dans des métiers régulés comme les nôtres, avoir des juristes qui comprennent réellement les enjeux de la blockchain et qui soient capables de mettre à jour de la documentation juridique, des prospectus, de titres financiers 100% digitaux, c'est aussi rare et critique comme compétence que d'avoir un développeur qui va bien vous développer un smart contract, presque plus, parce que accessoirement, on travaille forcément sur de la technologie qui est certes innovante, mais qui est forcément relativement mature dans son niveau d'innovation. Vous voyez, donc on ne va pas non plus chercher des compétences de développeurs extrêmement pointues, comme des core dev voilà, qui pourraient mettre à jour des protocoles. Donc, ça relativise un petit peu le sujet. Après, voilà, comme je disais, les parcours sont très différents. Effectivement, les formations en ligne sont de très bonne qualité. On va chercher des gens qui ont également des expériences préalables, même à petit niveau dans ces sujets-là, parce qu'on apprend aussi beaucoup en faisant, et puis qui ont une curiosité intellectuelle, une ouverture, une capacité d'apprentissage rapide, puisque je pense que c'est valable dans beaucoup de domaines, pas que la blockchain. Aujourd'hui, l'état de vos connaissances à un instant T, c'est important, c'est bien, mais ce qui est encore plus important, c'est votre courbe d'apprentissage, votre capacité à apprendre tout au long de votre vie, mais également votre envie d'apprendre, parce que si on sent que c'est un effort, il y a des gens pour qui apprendre est un effort, pour d'autres c'est un plaisir. On va plutôt avoir tendance à chercher ceux qui ont cette curiosité intellectuelle, quel que soit l'âge, et je suis clairement pas le plus jeune de l'équipe, donc ce n'est pas une question d'âge du tout. Et cette curiosité intellectuelle, encore une fois, peut être très forte sur des gens qui ont beaucoup de bouteilles, de seniorité dans leur job, ou très jeunes. Et pour ça aussi, si on regarde un petit peu les profils, en tout cas de notre équipe, vous avez des gens très jeunes qui ont des responsabilités très élevées parce que simplement ils étaient là tôt, ou au contraire, ils ont appris, ils ont vraiment eu à un moment donné un gros effort intellectuel ou une grosse curiosité intellectuelle pour s'investir dans ce sujet. Et parfois, ma problématique à moi en tant que manager, c'est même plutôt de freiner cette boulimie et de m'assurer que les gens gardent un équilibre de vie, vie privée, vie professionnelle sain, parce que voilà, c'est vrai que c'est passionnant, on est tous des passionnés, il faut garder aussi un équilibre par ailleurs. Donc, en tout cas, c'est très excitant pour tout le monde et c'est très stimulant. D'accord. Merci, merci Jean-Marc. Et toi, Vincent, de la même manière, tu sens au sein de ton organisation cette appétence, cette volonté pour différentes personnes avec différentes spécialités de vouloir monter en puissance sur ces questions? Et est-ce que tu sens que derrière, les choses suivent, l'organisation suit et qu'il y a un vrai support pour laisser la possibilité de s'intéresser sur ces questions et en discuter librement pour voir ce qui peut être fait et ce qui est susceptible d'apporter quelque chose au sein de Moody's, par exemple? C'est une bonne question. Alors, je vais peut-être avoir un point de vue un petit peu contrariant de ce point de vue-là, mais je suis assez surpris d'une manière générale de l'attitude des plus jeunes vis-à-vis de l'éducation et de ce genre de choses. Parce que je ne sens pas beaucoup d'appétence, par exemple, chez certaines parties de la population qui, de mon point de vue, devraient être justement celles qui auraient le plus besoin de se former, puisque rentrant plus tôt sur le marché du travail, étant rentré le plus récemment sur le marché du travail. Peut-être que c'est une vue biaisée. Mais je suis assez surpris de voir finalement le peu d'entrain de toute cette population vis-à-vis de ce genre de sujet. Alors finalement, le côté positif, c'est que, comme Jean-Marc le disait, si on a vraiment envie de se former, là, on se différencie d'autant plus.
Alors après, tout l'enjeu, je pense, du point de vue des organisations, c'est d'essayer de créer cette envie. Et ça, les organisations l'ont bien compris, hein, parce qu'il est difficile de recruter certains talents en extérieur. Et même quand on choisit d'acquérir des talents de l'extérieur, les acclimater à un environnement organisationnel, c'est pas forcément toujours évident. Et dans ce cadre-là, en tout cas, c'est notre opinion chez Moody's et dans la division à laquelle j'appartiens, c'est qu'il est plus facile de faire monter les gens en puissance en interne. Bon, il faut évidemment qu'ils aient envie de le faire, mais il y a un vrai intérêt de la part des entreprises. Alors nous, ce qu'on a fait chez Moody's, je dirais, on a proposé quelque chose qui est un petit peu à la carte. Il y a des supports de formation qui sont assez facilement accessibles, des choses qui peuvent être terminées, je dirais, en quelques heures. On a aussi mis en place des clubs de programmation. Donc ça marche plutôt pas mal. C'est une bonne initiative. Alors après, évidemment, ça dépend de la charge de travail des uns et des autres, parce qu'on voit bien que quand il y a des pics d'activité, nécessairement, l'engagement est un peu moindre. Mais on voit que ce genre de structure marche bien. Et puis après, on a aussi un programme de remboursement des frais d'éducation liés à l'acquisition de ces nouvelles compétences. C'est un programme qui est assez généreux, hein, puisque chez Moody's, on peut rembourser des tickets de, je crois, quelque chose comme 15 000 $ ou 20 000 $. Donc, c'est assez significatif. Et encore une fois, hein, il y a une offre qui, à mon sens, est assez généreuse. Mais bizarrement, il n'y a pas autant de gens que ça qui en profitent. Alors que moi, si j'avais 24 ans, tout de suite, j'aurais saisi l'opportunité et je serais me faire rembourser une formation très onéreuse, je ne sais où. Après, au-delà de ça, il y a ce que l'entreprise propose et puis après, il y a ce que vous voulez faire, hein. Ça, je pense que c'est important que les participants gardent ça en tête. Bon, Moody's a la chance d'être une entreprise qui a envie de former ses salariés. Mais si vous appartenez à une société où ce n'est pas le cas, où ce n'est pas valorisé ou que sais-je, je pense que ça ne doit pas du tout être un frein à votre initiative personnelle, bien au contraire. Je pense qu'au contraire, ça devrait vous inciter encore plus à vous former pour quitter cette entreprise qui n'a pas le bon rapport à l'innovation. Aujourd'hui, je pense qu'une entreprise qui veut avoir une stratégie de long terme se doit de former ses salariés de façon à ce qu'ils restent compétitifs sur le marché du travail et par voie de fait, de façon à ce que leur employeur reste compétitif sur le marché dans lequel il évolue. D'accord. En effet, on en revient toujours on en vient aussi au point qu'il faut monter, qu'il faut avoir la volonté de monter et être soutenu par son organisation reste quand même un avantage considérable. Et toi, Laetitia, alors j'imagine qu'à la différence, mais tu vas probablement peut-être me corriger, j'imagine qu'à la différence de Vincent, les profils des gens que tu vois, notamment les plus jeunes, fatalement, sont extrêmement intéressés par toutes ces questions, puisque comme tu navigues dedans, tu les rencontrerais pas nécessairement si ce n'était pas le cas. Et alors, quels sont finalement ces profils? Qu'est-ce qui font que ces jeunes diplômés ou un peu moins jeunes se sont dit qu'ils allaient sortir de leur domaine de confort peut-être et aller vers ces questions, s'y intéresser, se former et devenir un professionnel peut-être même dédié uniquement à ces questions? Alors, je vais te contredire et pas te contredire à la fois. C'est-à-dire qu'il y a deux, pour moi, ça dépend de quel jeune on parle. Et ça dépend que ce qu'on appelle par jeune. On va dire que, encore une fois, au sein des banques françaises, en tout cas de ce que moi j'en connais, c'est pas le cas. Je dirais que c'est pas le cas. Je dirais que les jeunes, en tout cas, plutôt de mon âge, sont plutôt
pas forcément intéressés, en tout cas, veulent pas forcément sortir de leur zone de confort. Vont plutôt préférer rester dans ce qu'ils connaissent et vont pas forcément vouloir, comme vous disiez tout à l'heure, ils ont des enfants, ils ont leur routine, ils ont plein de choses à faire et c'est vrai que passer ces barrières qui sont compliquées, et je le reconnais, soit on est vraiment passionné, on a envie de le faire, soit on le fait pas. C'est vraiment. Donc, je dirais que ça dépend de quel jeune est-ce qu'on parle. Je dirais que dans les banques, c'est pas forcément vrai, en tout cas de mon expérience. Après, moi, forcément, j'ai affaire à, dans ma vie de tous les jours, je suis j'ai une fintech, je rencontre des développeurs. Enfin, le corps de notre métier, c'est la tech. Donc, moi, le corps de mes équipes, c'est des développeurs déjà. En plus, on est aux Pays-Bas, donc c'est quand même un pays qui est assez dynamique dans ça aussi. Mais je rencontre effectivement beaucoup de jeunes qui se passionnent sur ces sujets-là aussi. Je suis assez étonnée de mon côté, moi, du niveau de maturité de certains jeunes. Et quand je dis jeunes, je dis des jeunes qui ont entre 20 et 28 ans. Et ils sont assez impressionnants. Moi, je suis assez impressionnée par le niveau de maturité des jeunes qui rentrent aujourd'hui dans cet écosystème. On a des fintechs aujourd'hui, quand vous regardez dans les différentes licornes qui existent dans les blockchains, il y a des CEO qui ont 25 ans, 26 ans, enfin, à commencer par Vitalik Buterin quand il a monté Ethereum, mais aussi, par exemple, je pense à Sam Bankman de FTX ou même Jesse Powell à son époque quand il a monté Kraken. Donc, c'est assez impressionnant de se dire qu'on a des gens de cet âge-là qui sont capables de gérer et de mener à bien des projets comme ça avec plusieurs centaines et milliers maintenant pour les gens, pour les sociétés que je viens de citer, d'employés et sans jamais avoir eu de parcours professionnel adéquat, ni avoir fait de MBA, ni être passé par des grandes entreprises, ni avoir été formé au management, ni quoi que ce soit. Donc ça c'est quand même assez impressionnant. Et je trouve qu'il y a un vrai clivage entre des jeunes comme ça qui arrivent à développer ce genre de projet et des gens qui restent dans leur zone de confort dans des grosses boîtes. Et voilà, ce serait ce serait ma conclusion. Non, mais en effet, ça fait un sens et c'est bien, tu as mis la barre haute en termes d'objectifs lorsqu'on veut voir les opportunités qui se créent et se mettre dans cet écosystème. Vincent, pour prendre une question justement reçue en Q&A et commencer un petit peu cette session, tu as parlé de formations disponibles ou de formations que tu avais suivies, disponibles sur Internet. Tu as en tête des formations que tu pourrais indiquer à nos auditeurs? Ça dépend vraiment de ce qu'ils ont envie de faire, mais je dirais qu'il y a un certain nombre de points de chute qui sont plutôt polyvalents. Alors, il y a un site internet qui est assez bien fait et qui va lister tous les MOOC multiplateformes, qui s'appelle Class Central. Donc, classe comme une classe, et puis centrale comme le centre. Et ça, c'est vraiment pas mal pour s'aiguiller. Et puis après, il y a les grands fournisseurs de MOOC, hein, donc c'est Coursera, Udemy et puis EDX. Donc ça, c'est les trois grands. Et je pense que ça, c'est un très bon point de départ. Et puis, comme Laetitia le disait, hein, il y a aussi d'autres supports. Hein, les podcasts, par exemple, c'est tout aussi intéressant. Et il y a de très bons podcasts sur de nombreux sujets aujourd'hui. D'accord. Merci Vincent. Avant de prendre deux questions qu'on a reçues de nos auditeurs et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, vous pouvez passer par la boîte de Q&A que vous devez avoir en dessous de votre écran et on passera ces questions à nos panélistes. Est-ce que Jean-Marc, Laetitia, Vincent, vous avez quelque chose d'autre, une information, une idée en tête que vous souhaitez communiquer peut-être en plus à nos attendees aujourd'hui?
Moi, j'ajouterais peut-être juste sur les sources, il y a des newsletters qui sont super bien faites. Il y a des très grosses boîtes qui publient des études ou des newsletters. Je pense à Fidelity, par exemple, qui sort des études sur l'état du marché, l'appétence de certains investisseurs pour tel ou tel produit dans le monde blockchain. Euh, il y a Standard Chartered aussi qui fait des bonnes newsletters, des études, Chainalysis, bien sûr, super intéressantes, des études super intéressantes. Donc, faut essayer de bien rester plugué sur ce genre enfin, sur les grosses banques qui œuvrent sur ces sujets, Santander, il y a BNY Mellon aussi. Enfin, il y a plein d'acteurs qui publient des études vraiment intéressantes, des sondages très intéressants. Et c'est bien de les lire. C'est un écosystème, ça je le soulignerai jamais assez, c'est un écosystème qui ne fait que bouger. Il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'on ait une nouvelle. Donc il ne faut pas se dire, ça y est, j'ai lu ça, j'ai appris ça et c'est fini. C'est tous les jours qu'il faut lire sur ces sujets, c'est tous les jours qu'il faut se tenir au courant de quels acteurs offrent quels services, sur quoi, comment, à quel prix, etc. C'est vraiment le nerf de la guerre. Donc il faut se tenir informé et se mettre à jour. Donc les fils LinkedIn, les newsletters, tout ça. Il y a l'ADAN aussi qui publie des newsletters, qui organise des séminaires, des webinaires. Donc toutes ces choses-là, participer à des tables rondes. Faut vraiment essayer de... Ça c'est vraiment des sources très intéressantes. En tout cas, moi, je l'ai fait pour moi-même et ça m'a semblé très utile. Merci, Laetitia. Bon, je vais rebondir un petit peu avec les questions qu'on a reçues dans le cadre de ce panel. Alors, c'est soit des questions très spécialisées, finalement, sur un petit peu quels sont les prochains enjeux dans cette matière de finance et de blockchain, et aussi pour d'autres questions, un petit peu les différentes activités à venir. Et c'est peut-être la première question et qui va être plus spécialement pour vous, Jean-Marc. Forge a des actualités régulières, on le voit bien. Quels sont les principaux, les gros projets sur lesquels vous travaillez en lien avec la finance, cette activité marché de capitaux, dette ou produits dérivés? Oui, alors bon, on ne travaille pas pour faire des communiqués de presse, hein, donc même si on en a fait quelques-uns récemment sur des transactions un peu emblématiques, nous réellement les travaux sur déjà quelques mois passés, les mois qui viennent, se focalisent vraiment sur l'industrialisation du dispositif d'émission et d'échange de titres financiers format blockchain, hein, security token. Faire une transaction une fois, c'est bien. Ça permet de montrer qu'on sait le faire. Ça permet d'apprendre et de savoir comment il faut la faire, mais être capable de répliquer avec le même niveau de sécurité, les mêmes exigences de qualité, de rapidité transactionnelle que ce que l'on offre actuellement à nos clients de salles de marché qui bénéficient déjà de services relativement digitaux de bout en bout de la chaîne. C'est un autre objectif, c'est d'autres chantiers. Donc, on travaille plutôt là-dessus, puisque l'objectif pour la Société Générale, c'est vraiment de tirer parti de ce que la technologie nous permet de faire, d'être en mesure de proposer à nos clients de salles de marché la capacité de structurer un certain nombre d'instruments obligataires, produits structurés par exemple, au format nativement crypto, de façon à avoir encore plus de flexibilité par la suite, et des rapidités de transaction plus élevées et des gains d'efficacité pour tout le monde. Et donc tout ceci, ça nécessite de rentrer vraiment dans le cœur du réacteur des salles de marché, d'adapter certains de nos propres systèmes, de compléter par des développements spécifiques d'autres sujets, de mettre en place des procédures, de mettre en place de la documentation ad hoc. Donc, on est plutôt sur cette séquence-là, plutôt que d'aller chercher, en tout cas dans les mois qui viennent, des transactions ou des émissions fondamentalement différentes de ce qu'on a pu réaliser sur les mois passés.
D'accord, merci en effet pour cette vision du travail de fond qui est fait, qui est fait chez Forge. Alors, je vais prendre une dernière question, puis je repasserai la parole à Grégoire qui nous fera quelques mots de fin pour cet événement. De votre point de vue, hein, et je laisse chacun dire, enfin celui qui veut intervenir, hein, dans nos panélistes, hein, de votre point de vue, à part le régime pilote, hein, qui est en cours d'élaboration au niveau de l'UE, quels vont être les points intéressants, les points d'orgue dans cette matière en 2022, et qu'est-ce qu'on va connaître nous qui nous intéressons à cette matière sans y être nécessairement au quotidien, et qui va être porté à notre connaissance et qui va apparaître de manière un peu plus forte. Me lancer, c'est difficile d'identifier un ou deux éléments qui vont se réaliser avec certitude en 2022. Je ne sais pas d'ailleurs si la bonne référence, ce sera 2022 ou 2023, mais bon, en tout cas, nous, de ce qu'on peut observer, parce qu'on a beaucoup parlé des titres financiers, ce sur quoi on travaille, mais bon, évidemment, tout le monde a aussi en tête les travaux des banques centrales sur les monnaies numériques de banques centrales. Donc, c'est un peu la tarte à la crème, mais je pense que les avancées peut-être les plus emblématiques viendront probablement de ce côté-là, puisqu'il y a quand même des programmes très sérieux qui ont été lancés, de développement, qui ont été lancés par différentes banques centrales en Europe. Il y a eu déjà quelques expérimentations, mais il me semble qu'on va avoir une accélération du calendrier de ce côté-là, avec un effet évidemment boule de neige sur tout l'écosystème, aussi bien de banques commerciales comme ce qu'on peut faire à la Société Générale, le développement de nos propres activités, puisque c'est un formidable vecteur d'accélération et d'adoption de ce qu'on propose pour notre clientèle. Je pense aussi au secteur des crypto-monnaies, puisque la réglementation avance aussi de ce côté-là, et on voit très clairement une sorte de convergence s'opérer entre les deux secteurs. La banque traditionnelle part assurément de beaucoup plus loin, mais avance aussi. Il y a également des moyens assez importants qui sont investis dans ce sujet. Du côté des acteurs crypto-natifs, on sent aussi qu'un certain nombre d'entre eux ont changé ou sont en train de changer de positionnement, rentrent dans un champ d'activité, si ce n'est régulé, en tout cas plus encadré aujourd'hui, et développent aussi un certain nombre de services qui s'apparentent et qui commencent à s'apparenter à des services financiers. Donc, il y a une convergence. Je laisserai peut-être Laetitia parler du marché des dérivés sur sous-jacent crypto, mais c'est un secteur qui voit une croissance phénoménale et auquel on croit aussi beaucoup, hein. Ce sont des marchés très liquides, et comme sur les marchés financiers traditionnels, les volumes dérivés seront probablement bientôt plus importants que sur les marchés spot, donc des sous-jacents. Donc, je crois et la maturité des offres est encore assez faible. En tout cas, il y a une marge de progression très importante. Je crois qu'il y a des développements intéressants qu'on peut aussi observer de ce côté-là. Oui, et après, bien sûr. Alors après, il y a aussi la question de les développements dans quel pays, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a toujours des vitesses un peu différentes aux États-Unis. Là, on se pose beaucoup de questions sur les ETF aussi. Donc, il y a des requalifications qui sont faites. On sait que, par exemple, le régulateur commence à mettre un petit peu son nez dans la finance décentralisée aussi. Uniswap s'est fait auditer. Donc, il y aura des développements là-dessus, je pense, peut-être sur la finance décentralisée. Pas tout de suite, parce que le régulateur doit prendre la mesure et doit comprendre un petit peu mieux ce qui se passe avant de pouvoir mettre son nez dedans. Et on a un chantier tellement énorme avec Mika et le régime pilote avant ça, qui est prioritaire, hein, de toute façon, que voilà, ça prendra peut-être un petit peu plus de temps. Sur les dérivés, oui. Alors sur les dérivés, c'est encore autre chose. C'est vrai qu'on a une vraie dichotomie qui se fait entre des dérivés qui sont en settlement cash et des dérivés qui sont en settlement physique.
et assez, de manière assez logique. Quand on est dans settlement physique, on a des problématiques de custody, et quand on tombe dans les problématiques de custody, on tombe dans la réglementation crypto. Et donc, c'est pas harmonisé, c'est fragmenté, c'est compliqué, et les régulateurs n'aiment pas. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la plupart des échanges crypto qui offrent des dérivés aujourd'hui ne sont pas régulés, et ne sont surtout pas en Europe, ni aux États-Unis. Donc, il va y avoir peut-être des progressions qui vont être faites là-dessus. En Europe, j'en doute, en tout cas à court terme, parce que mettre à jour ceci, ça voudrait dire mettre à jour MiFID et une partie d'EMIR. Donc, je ne suis pas certaine que ça soit au programme, puisqu'en tout cas, ça n'est pas dans ce n'est pas dans l'agenda de MiFID 3. Donc, je pense que ça sera pas tout de suite, en tout cas. Donc, oui, en dehors du régime pilote, effectivement, et de MiCA, pour le moment, s'il se passe des choses, ça sera plutôt probablement côté Suisse, côté UK, et bien sûr aux États-Unis. D'accord. Merci, merci Laetitia. Écoutez, Laetitia, Vincent, Jean-Marc, il me reste à vous remercier pour votre temps, pour ces précieux éléments que vous nous avez donnés pendant cette petite heure. Je laisse la parole maintenant à Grégoire, qui va nous dire quelques mots sur un petit peu ce qu'on a pu tirer de ce panel. Merci Grégoire. Merci à vous. Merci beaucoup Charles, merci à vous trois, les panélistes. C'était très intéressant, vraiment, j'ai adoré, parce que justement, ça a cassé un peu cette image d'Épinal, parce que dans les médias généralistes, on entend tout le temps parler du Bitcoin, et donc c'est bien de sortir un peu de ça et de voir un peu concrètement quels sont les profils qui sont recherchés aujourd'hui dans les entreprises qui s'intéressent de manière sérieuse et vraiment avec une projection dans le long terme sur le volet crypto et blockchain. Donc clairement, voilà, la matière en tant que telle est très technique. Donc, il y a des profils ingénieurs qui sont recherchés. Ensuite, on a parlé beaucoup du réglementaire avec le juridique et la conformité pour toutes les problématiques liées voilà, au cadre réglementaire. Après, il y a un sujet sur lequel peut-être on a passé moins de temps, mais je pense qu'il est tout aussi important. En tout cas, moi, quand j'ai des échanges avec des start-upers de l'écosystème, c'est les commerciaux, en fait. Parce que contrairement aux États-Unis, en Europe, on n'a pas forcément cette culture du risque, on n'a pas forcément cette culture aussi du seed, hein. C'est-à-dire qu'en Europe, on est quand même plutôt risk-averse, et avoir des commerciaux de qualité sur des projets crypto très importants pour convaincre justement des clients potentiels de migrer, ou en tout cas d'avoir une partie de leur activité sur des startups qui travaillent dans le secteur. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que en complément donc, de ce que vous avez dit, c'est ça, c'est gros volet ingénierie, gros volet juridique, conformité, et bien entendu, gros volet commercial pour justement essayer de convaincre. Alors les États-Unis, c'est très dynamique, bon ça c'est à chaque fois, hein, je dirais, ils sont à l'origine du web 1.0, après ils ont fait la même chose avec le web 2.0, et aujourd'hui je pense avec les cryptos, on est clairement sur le web 3.0. Bon voilà, ils sont pionniers, ils ont un écosystème local et une culture entrepreneuriale qui n'a rien à voir, donc c'est sûr que pour initier la tendance, c'est vrai que les pays anglo-saxons, donc États-Unis en tête, après je pense au Royaume-Uni, je pense aussi par exemple aux Émirats, donc Abu Dhabi, qui sont pas mal sur ce volet-là. Après, c'est vrai que sur la Suisse et Monaco aussi, très disruptifs et sur le volet crypto, et sont des pays qui ont aussi émis donc, des notes, ou en tout cas qui ont essayé d'avoir une politique réglementaire qui ont essayé de borner un peu le sujet des cryptos, donc c'est très intéressant. Après, sur le volet formation, donc comme disait Vincent, hein, c'était très intéressant aussi tout au long voilà, de sa vie professionnelle, et voilà, éviter d'avoir des œillères et de se cantonner uniquement aux tâches auxquelles on est soumis au quotidien. L'idée, c'est de garder une curiosité, de regarder un peu à droite, à gauche ce qui se passe, et de se former tout au long de sa vie professionnelle, c'est très important. Donc voilà, il y avait plein de modules qui étaient évoqués par Vincent. Je pense aussi qu'il y a il y a un endroit que j'aime bien aller sur la crypto, en tout cas pour dégrossir les sujets, je trouve, c'est CoinMarketCap, donc qui est un peu voilà, c'est un peu la Bible des cryptos. Il y a tous les éléments dessus. Ça permet un peu de voir le fonctionnement des différents tokens. Voilà, ça permet de dégrossir en tout cas. Ce n'est pas forcément technique d'un point de vue mathématique, mais ça permet vraiment d'avoir des éléments. Donc, c'est un site que je recommande. Voilà. Et après, plus globalement, bon, voilà, quand j'en discute avec des gens de l'écosystème, ils ont tendance à comparer donc, le monde de la blockchain et de la crypto.
comme l'émergence tout simplement d'un Web 3.0, donc il ferait le pont entre le gaming, ce que je disais en introduction, la domotique et un peu tout le volet sécuritaire lié à la blockchain, puisque la blockchain permet finalement de se passer d'intermédiaire. L'idée est de vraiment développer la relation de tiers à tiers, le peer-to-peer, ce qu'on avait connu dans les années 90, pour ceux qui s'en souviennent encore pour les échanges de MP3 ou de films. Là, c'est la même chose, mais sur l'ensemble des services financiers qui peuvent être proposés aujourd'hui par des institutions. Donc, c'est disruptif à ce titre-là. Et voilà, la plupart des gens à qui j'en parle considèrent la révolution crypto aujourd'hui pas du tout comme un épiphénomène, mais vraiment comme un peu, c'est un peu une ruée vers l'or. Il y a tout à faire aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment de cadre réglementaire. Ça disait que c'était complètement fragmenté, ce qui est le cas. Donc, il y a vraiment plein de choses à faire vraiment en regardant. Après, ce que je trouve aussi très intéressant avec les entreprises et startups de la crypto, c'est que justement, comme c'est très IT, c'est très culture IT, c'est-à-dire que les structures sont très planes. Il est très aisé, par exemple, de communiquer avec des boss de Binance, de Kraken ou de plein d'entreprises qui sont du secteur de la crypto. C'est très facile de les joindre sur différents réseaux sociaux, d'échanger avec eux. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de très positif parce qu'il y a vraiment une liberté d'échange et une proximité qui n'est pas forcément la même dans des secteurs peut-être plus matures. Voilà. Donc, c'était un peu le mot de la fin. Je vous invite aussi, suite à cet événement, on va vous communiquer un formulaire pour que vous puissiez donner votre point de vue afin que aussi nous, on continue à s'améliorer. C'est un principe un peu itératif. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques pour tout simplement améliorer les événements ICMA. L'idée là est de faire pareil, de revenir un peu sur du présentiel lorsque la pandémie sera un petit peu calmée, croisons les doigts. Et d'ici là, via des podcasts, comme je disais en introduction, qui sont accessibles sur le site. Et éventuellement, vous n'hésitez pas à participer aux événements en visio qu'on leur organise comme l'événement de ce soir. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à très bientôt lors d'un prochain événement ICMA. Au revoir.